Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Lâchement Noir de Goupil, ou plutôt en extérieur, ou à défaut d'avoir un Canon en ce moment, puisque j'ai revendu mon R3. D'ailleurs, si vous voulez, il est en ligne chez Digit Photo, parce que pour une fois j'ai décidé de leur vendre un truc plutôt qu'à MPB ou d'autres, ou Rakuten si je veux gagner plus d'argent. Et donc là je suis avec le S5 IIX, avec le filtre ND, le 24 mm f2.8. Donc avec moteur FD, donc le premier 1988 pour cette optique là. Donc comme je l'ai dit dans le test, mon âge du coup. Et donc on va reparler un petit peu du R5 II et aussi à la fin un petit peu le comparer avec le Z8 que je possède. Bien sûr, je ferai une vidéo de comparaison des deux. Mais là il y a déjà des petites guéguerres, des petits trucs où le R5 II était assez bien, le le R1 est nul. Donc on va encore en parler un petit peu de ça ici. Je suis pas essoufflé, je suis surtout un petit peu fatigué puisque je suis allé à la salle ce matin. Après j'ai décidé de boire une bière un petit peu forte. Donc voilà, il faut que je me remette un petit peu de ces émotions-là avant de faire la vidéo. Mais bon, il faut bien que je commence. Et donc j'étais un petit peu assez étonné. Donc je vais vous parler un petit peu des retours que j'ai eu à la fois de ma communauté, mais de toutes les vidéos YouTube que j'ai pu voir, parce que je regarde tout ce qui se passe sur le R5, j'essaye de grappiller absolument toutes les petites miettes, bien que j'ai vu à peu près toutes les caractéristiques et que je sache de quoi il est capable. Il y a bien évidemment des trucs que, quand on n'a pas l'appareil photo, je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas vraiment voir, donc il faudra que je vois ça dans le test. Mais il y a déjà des retours qui sont pas mal. Si vous avez vu la vidéo de Damien Bernal, par exemple, il y a des petites options qui vont être pas mal dans le R5. Ça ne changera pas la qualité d'image ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment des petits trucs qui vont être très très bien. Notamment, il y a un mode que je trouve assez intéressant. Enfin, c'est pas un mode, c'est un petit truc qui s'affiche lorsque sur votre Rafale ou n'importe quoi, vos photos ne sont pas nettes. Donc déjà sur les vidéos de Damien, je me disais putain, ça va, c'est très très bien comme option. Mais sur une autre vidéo, j'ai vu que au final, l'intérêt que ça peut vraiment avoir, c'est que vous pouvez avoir des paramètres personnalisés. Donc vous pouvez lui demander, si par exemple vous faites du sport ou quelque chose de très très rapide, d'avoir une tolérance plus ou moins élevée à la netteté. Et donc d'avoir certains paramètres, donc il faudra que je vois ça, qui sont inscrits à l'intérieur du boîtier pour vous montrer ces fichiers là, pour que vous puissiez les supprimer après. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir les sélectionner dans un groupe et les supprimer d'un coup, comme on le ferait sur Lightroom par exemple, parce qu'on peut sur Lightroom sélectionner plein de choses et tout supprimer en même temps. Mais c'est une option qui est assez prometteuse au final. Pour ce qui est de l'autofocus, j'en parlerai pas vraiment beaucoup ici, je peux juste vous parler de mes attentes. C'est que, voilà, il y a plein de gens qui vont vous dire, ouais, l'autofocus Canon est le meilleur qui existe. C'est possible, mais il y a du conditionnel derrière, parce que moi, l'expérience de prendre des photos est aussi intéressant que d'avoir des photos. Et par exemple, quand on dit des fois que Canon est meilleur que Sony, oui, sauf qu'en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que pour augmenter l'efficacité de l'autofocus, Canon, ce qu'il fait souvent, c'est de vous laisser la pleine ouverture, ce que vous pouvez depuis le R3 changer pour un aperçu à l'ouverture réelle, ce qui est très utile notamment sur les optiques anciennes style les EF, qui vont avoir des caractéristiques qui vont faire évoluer le point de focus en fonction de l'ouverture, donc pour avoir une mise au point vraiment très très précise. Mais ça baisse bien évidemment la sensibilité de l'autofocus. Donc ça peut vraiment poser des problèmes. Et c'est là où par exemple je vois que quand j'avais le R3, en fait dès que je passais F4, 5, 6 et tout ça, j'avais des performances notablement à la fois en détection et en suivi qui étaient beaucoup moins bonnes que les Sony qui, je le rappelle, font la prévisualisation et l'autofocus jusqu'à F22. Donc voilà, c'est un petit peu relativisé. Et moi, j'attends de voir si ce nouvel autofocus s'améliore vraiment pour nous permettre, ou du moins me permettre, puisque je resterai aussi, pas que tourné vers moi quand je ferai le test, intéressant par rapport au Sony équivalent. Voilà.
c'est ce que j'attends, voir si à la fois la détection ou l'autofocus non intelligent comment se débrouille mieux que sur la génération précédente. Sur le viseur du R5 Mark II, apparemment ce serait une version améliorée de ce qu'on avait sur le R3. En gros, le module a été pris sur le R3, puisque de toute façon c'est le même agrandissement, c'est probablement la même dalle, enfin la même façon d'être fait, peut-être avec un nombre de nits qui est plus élevé, ce qui serait assez intéressant. Et apparemment c'est ça les premiers retours, c'est que le viseur est plus éclairé, donc je sais pas comment dire ça, plus lumineux, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que comme on a cette grosse vitre derrière qui cache le viseur et les capteurs infrarouge pour détecter votre œil, pour faire l'eye control autofocus, et ben on se retrouve, comment dire ça, si on souffle dessus avec pas mal de buée. Mais apparemment il y a un nouveau raisonnement qui empêche ça, et donc ce sera le premier viseur où vous pourrez ne pas avoir de problème quand il fait froid et que vous essayez de viser sans avoir à mettre votre doigt sur le viseur et à le rendre tout cracra. Voilà, donc une caractéristique qui sera intéressante, hein, puisque tout ce qui permet d'aller plus rapidement, c'est toujours bien. Cependant, un truc où il faudra vraiment faire attention, c'est cette nouvelle batterie LPE6P, parce que je vais peut-être essayer de le mettre en lien. Il y a le manuel qui est sorti. J'ai essayé de le regarder, je voulais le regarder ici. Peut-être d'ailleurs je ferai une pause pour voir si j'ai plus de connexion pour pouvoir aller regarder ça, mais là, normalement, j'en ai pas du tout. Donc je peux pas vraiment regarder ça, mais la première chose que j'ai fait, je suis allé voir les grips. Donc le BGR10, donc le grip du R5 est compatible avec le R5 Mark II, ce qui est vraiment pas mal, sauf que le problème c'est que même si vous mettez des LPE6P, eh ben, vous avez le problème de ne pas pouvoir faire de 8K, d'avoir pas toutes les vitesses de défilement. Donc c'était marqué Continuous Shooting, puisque c'est en anglais. Donc pour moi c'est de la vidéo, j'espère que ça ne se passe pas en photo au final. Et voilà, il y a plein d'options qui ne seront pas disponibles, donc allez vérifier ça si vous mettez même la LPE6P dans le BGR10. Donc il y a des fonctions qui sont réservées, si vous aimez les grips, au BGR20 version E ou P, je ne sais plus, et à la version ventilateur. Donc il y en a un des deux qui doit être la version Ethernet, et il y en a un qui doit être la version avec les ventilateurs. Donc il faut bien faire attention, même si vous avez des LPE6P, eh ben, vous n'aurez pas tout ce que vous voulez à partir du moment où vous utilisez le BGR10. Ce qui est quand même un petit peu dommage au final. Je ne sais pas si c'est la connexion qui fait ça, parce que pour rappel, la LPE6P, son intérêt, c'est aucun changement en termes de capacité et de voltage, c'est juste que la décharge en ampères est tout le temps à 6, me semble-t-il. Donc ça permet au R5 II de faire des fonctions qui étaient avant impossibles à d'autres appareils photo. Donc peut-être que d'ailleurs cette batterie-là améliorera les capacités du R5C. Je ne pense pas qu'elle améliorera l'endurance du boîtier, alors que peut-être, puisque ça se trouve, ça demandait vraiment plus à la batterie LPE6 NH. Mais en tout cas, on pourrait s'attendre à avoir des types d'enregistrement ou des choses qui pourraient marcher sur le R5C. Ça reste à voir, je n'ai pas de preuves là-dessus. Mais voilà. Du coup, j'ai retrouvé de la connexion où j'ai pu aller sur le manuel du Canon EOS R5 II. Donc si vous commencez la photo et que par hasard vous voulez le R5 II, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ils vont aussi vous expliquer à quel moment utiliser les modes AV et TV, donc priorité, ouverture, vitesse, tout ça. Et là je suis tombé sur la vitesse de synchronisation du flash. Donc j'avais dit que c'était 1/250e en électronique. C'est le cas, mais en version croppée. Et en vrai, c'est pas ça, parce que au final, c'est vrai que la lecture du capteur n'est pas censée autoriser une telle vitesse de synchronisation. Donc, pour rappel, en mécanique, en plein format, ce sera 200 et 250 en crop 1.6. En électronique, premier rideau, ce sera 125 et 200 en crop 1.6, et en électronique c'est pareil au final qu'en mécanique, donc 1/160e ou 1/250e. Donc voilà, je me corrige, c'était 1/160e au final en plein format, alors qu'au final ce que mettait les caractéristiques qui n'étaient pas vraiment précisées, ça se trouve il y avait une astérix mais je ne l'ai pas vu en bas. Et donc voilà pour la vitesse de synchronisation
au flash. Comme tu le sais, maintenant on a aussi le pré-capture qui est un petit peu différent de ce qu'on avait sur le R7 et le R6. Donc comme je vous l'ai dit, on n'a plus la pile de RAW et on a maximum 1 seconde. En fait, c'est pas vraiment 1 seconde, c'est 15 images maximum. Et donc, ce sera assez étrange parce qu'au final, on a à la fois ces 15 images et les 1 seconde. Donc en gros, si vous faites 12 images par seconde, vous aurez 10 images de ce que j'ai compris enregistrées et ça fera 1 seconde de pré-capture. Par contre, si vous passez à 30 images par seconde, vous aurez 15 images qui seront pré-capturées. Mais 15 images, ça fera 0,5 secondes. Et donc, ça se gère un petit peu comme ça. Donc c'est max 1 seconde, donc vous pourrez faire rentrer toutes les rafales qui vous donneront les 15 images et dès que vous passez à 12 ou en dessous, vous n'aurez pas plus d'images au final, pas plus de secondes de pré-déclenchement. Voilà. Donc du coup on verra pour l'autofocus, la dynamique, tout ça, la rafale, le buffer aussi, parce qu'il y a des choses qui me paraissent un petit peu étonnantes, mais bien évidemment il me faudra mon exemplaire pour que je puisse tester tout ça. Et du coup on va un petit peu plus parler de vidéos et de choses que j'ai un petit peu constatées. Il n'y aura pas grand chose au final, c'était plutôt déjà bien décrit. Là, une chose qui me faisait me poser un petit peu des questions, c'est le View Assist en log, qui a l'air assez intéressant et en même temps assez étrange. Donc avec tout ce qui va être codec cinéma et tout ça, ce que je vous ai pas dit et ce qui n'était pas indiqué dans les caractéristiques, puisque c'est des caractéristiques, c'est qu'on a des nouvelles choses dans les menus, à la manière de Sony, donc plus de leur système cinéma qui vont être intéressants, à savoir que vous pouvez régler le highlight roll-off ou les transitions de lumière, par exemple ce qu'on appelle le genou, ou plein de choses dans le genre, le boost dans les noirs, enfin des choses dans le genre un petit peu particulier que vous pouvez changer, que moi je touche pas puisque je fais du log et je préfère mieux passer ça après dans le logiciel de montage. Et du coup, on a aussi le View Assist qui sera disponible, où il faudra vraiment que je vois si c'est vraiment un View Assist tel que je le pense. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on peut utiliser le C-Log 2 et mélanger une lutte de ce qu'il appelle un look file mais moi j'appelle pas ça vraiment un look file, c'est parce que c'est vraiment des fichiers pour coloriser votre vidéo. Alors que moi, un look file, c'est plutôt ce que je mettrais au-dessus d'une lutte pour donner des couleurs assez particulières. Là, c'est pas un look file, par exemple, ce que j'ai, c'est vraiment mon truc standard. D'ailleurs, c'est le profil du 28 mm, puisque j'ai pas pensé à prendre mon color checker. Mais du coup, on peut déjà utiliser son C-Log 2 et si on a fait son profil, directement faire un truc colorisé en sortie de caméra. Ce que je sais pas, c'est comment ça marche, parce que c'est pas vraiment bien expliqué dans ce manuel justement. Comment marche le View Assist et si ça fait vraiment, comment ça prend le look file et que ça le mélange pas tout simplement au log. En théorie c'est possible et je pense que ils vont pas mettre un mode où on sort directement un fichier en C-Log déjà colorisé, alors qu'on ne peut pas juste faire le View Assist. Ça, je pense que c'est bon. Donc du coup, pour moi, et je vous confirmerai ça pendant le test, bien évidemment, on n'a plus aucun problème à shooter Canon quand on veut vraiment bien exposer son C-Log et être sûr que ça marche. Et donc, même si je ne suis pas fan du C-Log 3, ça le rendra quand même beaucoup plus utile qu'avant. Parce que il y a des choses qui sont assez étranges chez Canon avec leur façon de dire comment marche un log qui est totalement à l'opposé de comment marche un log. Donc je ne sais pas si c'est l'explication un peu pour les nuls, mais ça me paraît étrange parce que pour eux, le log 2 a moins de dynamique que le log 3, mais il a plus de détails dans les ombres. Ce qui est un petit peu à l'opposé de dire qu'il n'y a pas de dynamique. Donc ça voudrait dire plutôt, et là c'est là où du coup, il faudra vraiment faire attention à voir si on a quand même une haute dynamique en Canon Log 2. Pour eux, en fait, la dynamique, elle est plus dirigée dans les noirs. Donc ça voudrait dire peut-être, potentiellement, qu'on n'a pas plus de dynamique qu'on avait avant sur le C-Log 3, que je rappelle, qui était dans les 13,5 stops ou un peu moins, sans retouche, ce qui donnait un truc comme 11,5 en, en ratio signal-bruit à 2, ce qui est ce que font la plupart des gens, ce que faisaient la plupart des gens, parce que maintenant beaucoup plus de gens
gardent du bruit dans leurs images, et moi je le retouche absolument jamais. Donc moi j'ai généralement la dynamique max du capteur tout le temps, enfin, mis à part ma colorisation, parce que le contraste et la saturation, ça baisse aussi la dynamique. Mais voilà, il faudra voir ces petites questions, hein, parce que de base, sur les caméras cinéma, et pas sur le R5 II, peut-être qu'ils sont encore dit que le capteur n'était pas assez bon pour ça. En théorie, le Log 2 est censé vous donner absolument toute la dynamique du capteur, donc dans les 16 tops, mais avec du bruit, à plus savoir qu'en faire. Donc à voir si ce sera vraiment du bruit agréable, ou si ce sera vraiment quelque chose où il faudra faire quelque chose, où il faudra utiliser le Log 3, mais en théorie le Log 3 est plutôt un Log 2 avec moins de dynamique dans les noirs. Donc en gros on a enlevé une partie de la dynamique, mais dans le manuel, le Canon ne dit pas ça. Donc il faudra voir ça évidemment dans le test, et je vous dirai du coup si ça marche bien ou pas. Voilà. Et puis je verrai bien évidemment les tests des gens qui ont vraiment de quoi mesurer la dynamique. Mais de toute façon ça se voit directement quand on fait bien évidemment nos luttes et quand on filme. Voilà. Donc là j'essaye pas trop de parler parce que il y a un peu des trous en dessous. Ce serait dommage que ce soit de ma dernière vidéo. Ah oui, du coup, à propos de ça, et que j'ai le S5 II X sous la main, et ben, vu les premiers retours de stabilisation que j'ai pu voir, on a vraiment une amélioration du wobbling sur le R5 II. Et donc peut-être que la stabilisation sera un petit peu moins bonne, on ne sait jamais, mais au moins elle sera beaucoup plus naturelle. Donc voilà, moi j'attends de voir ça, et donc si on a tous les avantages de Canon et aussi de Lumix réunis, à part l'Open Gate, qu'on n'aura bien évidemment pas, et ben ce sera assez sympa. Et du coup on a enfin de quoi monitorer la vidéo un petit peu différemment d'avant. Donc on va voir les waveforms, et du coup elles resteront bien évidemment pendant l'enregistrement, mais par contre on a les usuels petits trucs de Canon, je peux passer du bon côté, où on va ne plus avoir son niveau, ne plus avoir d'ailleurs grand chose affiché lorsqu'on enregistre une vidéo, qui pourrait être assez intéressant. Cependant, comme sur le R7 et sur le R6 Mark II, on a maintenant l'horizon automatique. Donc ça ajuste légèrement en fait le capteur d'image pour faire en sorte de ne pas avoir des images trop penchées. Et donc ça permettra de un peu, comment dire ça, faire en sorte de recaler l'image, notamment quand on voit pas son niveau, et surtout quand on a cet écran orientable qui pose des problèmes à des personnes parce que les gens sont pas dans l'axe de l'appareil photo. Donc pour moi c'est un avantage. Il faudra bien évidemment voir si dans les faits c'est toujours très efficace, et si ça ne rentre pas en interaction avec la stab, puisque bien évidemment si vous redressez une image, et vous perdez toute une partie de stabilisation exploitable. Donc il faudra voir un petit peu comment ça marche. Je croyais m'être perdu, mais j'arrive exactement là où je voulais arriver. Donc c'est parfait. Hop là. Et donc du coup, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de choses d'autres à dire. Bien évidemment, il y a le pré-capture aussi en vidéo, qui sera quelque chose d'assez bien. Donc vous êtes derrière votre appareil, vous pouvez récupérer jusqu'à 5 secondes de vidéo qui sont pris dans le buffer. Attention, elles ne sont pas enregistrées, parce que on peut avoir peur de ça. Imaginons, si on avait ça sur la carte, votre carte elle serait flinguée super vite, puisqu'il faudrait qu'elle, continuellement supprime et réenregistre ces images. Et donc ça, on sait que mathématiquement, au bout d'un moment, ça tue vos cartes. Et donc là, on n'aura pas trop de problèmes. Et 5 secondes, c'est bien mieux que ce qu'on peut faire en photo. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi en photo, c'est pas disponible, mais je pense surtout que le système d'exploitation ne marche pas vraiment de la même façon. Et c'est un peu compressé, et bien évidemment, en fait, à mon avis, à force de s'améliorer dans les calculs d'enregistrement vidéo, on peut obtenir des bons résultats comme ça.
Donc c'est déjà très bien. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses de plus à dire du coup au final sur le R5 II. Je trouve que l'écran orientable ça reste quand même intéressant pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, tout simplement parce que utiliser mes optiques EF sur le S5 IIX, il y a quelque chose, c'est très intéressant, comme vous le voyez. Je bénéficie du V-Log qui est plutôt intéressant, que pas forcément mon log préféré, mais lorsqu'on le travaille, on a un peu les couleurs qu'on veut. Et c'est ce qu'on veut au final, ce que j'espère avoir avec le Canon Log 2 au final de chez Canon, sauf que il y a une caractéristique que je n'aime pas dans l'adaptateur, c'est que si je mets l'ouverture en auto, vous allez avoir des flashs d'exposition comme on aurait par exemple chez Fujifilm avec absolument toutes les optiques, à part étrangement les optiques tierces style Viltrox. Et donc là, l'adaptateur Canon, lui, interprète comment les mouvements, enfin le moteur ne fait pas d'à-coup. Donc on a déjà un aspect beaucoup plus cinématique si on veut être en automatique. Donc plutôt pour faire du vlog que pour vraiment filmer. Mais même si on veut changer pendant l'enregistrement l'ouverture, on a moins cet effet de saute qui sera important sur le S5 IIX. Bien évidemment, comme on sera sur des optiques EF, on n'a pas la capacité d'avoir une bague douce pour faire ces transitions autofocus d'ouverture, donc ça restera toujours moins bon que ce qu'on peut faire sur un RF qui est passé entre les mains de Canon au final, si vous comprenez un peu ce que je dis, puisqu'on peut décliquer les bagues custom sur les Canon RF. Et maintenant, on va un petit peu parler, de la comparaison qu'on pourrait faire avec le Z8, parce qu'il y a plein de gens qui font oui, il fait pas mieux que le Z8. Donc déjà pour l'instant le Z8 déjà fait un peu moins bon que en nombre de en vitesse de défilement que le Z6, mais on n'est pas à l'abri d'un firmware qui arriverait en même temps que le R5 II ou quelque chose dans le genre pour améliorer les capacités du Z8. Donc il faut s'attendre peut-être à quelque chose qui rendra le Z8 encore plus intéressant qu'avant pour contrer le R5 II, parce qu'il a des choses vraiment très intéressantes. Parce que si le View Assist marche tel qu'il est censé marcher, donc bien, c'est des suppositions, mais dans le menu on peut déjà voir que normalement c'est ce qui est possible en vidéo, le Nikon n'est pas capable de ça. Il y a le fichier de base de la lutte Nikon qui peut être mis pour que vous voyez ça pas en log, donc pas gris, sauf que vous pouvez pas faire de surex et avoir l'exposition qui est correctement mise. Vous verrez tout surexposé. D'ailleurs, à chaque fois que je passe sur mon Nikon et que je le règle de la même façon que les autres, je me retrouve toujours avec une image cramée lorsque je suis sur mon écran arrière. Et en plus, le pire, c'est qu'on ne peut pas passer le look file sur, ou la lutte, j'aime pas dire look file, donc votre fichier .cube sur l'HDMI de n'importe quelle caméra. Par exemple, le mieux c'est le Lumix parce que lui, il se fout de n'importe quel HDMI, il peut passer sur n'importe quelle télé ou n'importe quoi, donc le signal est vraiment bien transmis et lisible par n'importe quel média, donc c'est vraiment très cool. Et en plus, on a le View Assist qui s'affiche en même temps, on a juste, et ça Lumix améliorer ça, on n'a juste pas le discrete lorsqu'on utilise de l'anamorphique, mais bon, ça c'est autre chose. Donc on peut essayer de voir si Z8 fera mieux de ce côté-là, mais du coup c'est des avantages pour l'instant du R5 Mark II. On a 240 images par seconde en 2K et en 16 neuvième 1080p, parce que la 2K c'est juste du 16 neuvième, c'est juste du 1080p, mais 1080p c'est comme l'Ultra HD ou le 8K Ultra HD, c'est un format 16 neuvième, alors que le 2K c'est juste du 17 neuvième. Voilà, donc on aura aussi ça par rapport au Z8, qui ne fait pas de format DCI. Alors certes, le capteur est un petit peu plus dense puisqu'on a de la 8,3K, donc au lieu d'avoir, on a un truc comme 150 pixels en largeur de plus en définition. Donc on peut faire de la 8,3K qui nous permet de faire le DCI, mais ça ne sort pas directement du DCI. Et le Canon, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de caractéristiques, nous sort une petite filouterie, à savoir que quand on est en 17 neuvième, on a toute la largeur du capteur, mais dès qu'on passe en 16 neuvième, c'est comme si on découpait dans le 17 neuvième, parce que, je le rappelle, par exemple en 4K, le DCI c'est 4096, alors que, j'ai failli mourir, l'UHD c'est 3848. Donc en théorie, vous pouvez prendre de l'UHD
dans le DCI, ce que je fais pour faire mes montages des fois quand je veux avoir du 16 neuvième, mais ça reste 94% du plein format. Donc en UHD ou n'importe quoi, vous n'êtes jamais vraiment en 8K ou en 4K ou en 2K en fait. Enfin, c'est facile puisque 1080, voilà. Vous n'êtes pas en plein format, pardon, excusez-moi. Si c'est clair. Après, ce qui est intéressant pour moi et qui n'est pas intéressant pour beaucoup de nikonistes, c'est que on a l'écran orientable. Tu vois, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que moi, je rig tous mes appareils avec le même style de rig qui élève un petit peu la caméra, mais qui permet de le mettre sur un rig épaule beaucoup plus facilement. Donc ça donne une plus grande taille à la caméra et je peux mettre tous les câbles. Et aussi, il faudra que je vous montre ça un jour et que je le finisse, parce que le but est aussi de mettre un boîtier de transfert HDMI vers SDI, donc BNC, pour justement plus avoir les problèmes que pose l'HDMI. Et donc il faudra bien que sur la cage, ce soit bien fixé pour qu'il n'y ait pas de problème d'HDMI, puisque l'HDMI en cinéma ou en production visuelle, c'est un petit peu le mal, parce que ça va pas. Mais du coup, le R5 en fait me permet d'utiliser le tactile de l'écran, ce que je ne pourrais pas faire sur le Z8, puisque il y a la cage derrière, une partie de la cage, et même la batterie V-mount. Donc voilà, c'est un petit défaut, mais bon, en fait, si vous n'avez pas de problème avec ça, et si vous voulez avoir un setup où vous, quand vous baladez et vous voulez vlogger, ça peut marcher avec le Z8, mais j'ai constaté que des fois je touchais la bague de mise au point et la mise au point ne se faisait plus, ou s'il y a un problème d'autofocus, je ne peux pas le voir directement sur l'écran, ce qui est un petit peu dommage sur le Z8. Mais à part ça, le Z8 marche vraiment très très bien. Il y a juste ces petits pinaillements qui sont obligés d'être dits. Ce qu'il faudra voir, c'est aussi le log, à savoir que le Z8 et le N-Log marchent sur du BT 2020, donc un espace plus restreint normalement que le cinéma Gamut. Mais du coup, est-ce que le Canon Log 2, parce que je vous aurais certainement mis une image où je vous la mettrai là, ça me fait un petit peu plus de travail puisqu'il va falloir que j'aille chercher le fichier. Mais c'est bizarre parce que le fichier de courbe logarithmique est censé être moins bon sur le Canon Log 2 que le Log 3. Alors est-ce qu'ils ont amélioré leur Log 3 ? Donc voilà, à voir la dynamique. La dynamique est quand même très très bonne sur le Z8 et pour moi jusque là c'est la caméra qui a les couleurs de base qui sont le plus correctes qui existent. Hein. C'est pas pour ça que vous n'aurez jamais de couleurs correctes avec un Lumix ou autre chose, c'est qu'il y a moins de travail à faire et du coup ça rend les couleurs un petit peu plus propres en général directement sans avoir vraiment à retoucher tout le temps parce que voilà, le filtre ND et l'extérieur, l'intérieur, ça demande des ajustements colorimétriques à chaque fois. Mais voilà. Il faudra que je compare les deux, mais ne vous prenez pas la tête, hein, c'est deux appareils qui sont très très bien. Certes, le capteur du Z8 a une lecture plus rapide, voilà, il y a des choses, comme il n'y a pas d'oversampling sur le R5 II, mais je pense que vous n'utiliserez pas les deux en même temps. Moi je le ferai parce que au final, je pense que si le R5 II est vraiment très bon, je finirai par revendre ce que j'ai de Sony, et si ça marche vraiment très très bien, peut-être mon Lumix aussi, mais pour l'instant, c'est la cam qui me sert absolument à tout faire maintenant. Ça a remplacé mon A7 IV que j'ai pu, et j'ai une fixe 30. Mais voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions sur les caractéristiques ou sur le manuel, si vous voulez aller dans le manuel et savoir des trucs, vous pouvez poser les questions ici, hein, parce que j'adore les questions que vous posez. Mais il y a des fois où des trucs où on pourrait plus parler, pas plus. Enfin, mettez vos commentaires comme vous voulez. Mais je vois sur d'autres vidéos des questions un petit peu plus sur la technique. Moi j'aime bien répondre à ces questions-là. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, il n'y aura personne pour dire que vous êtes bête ou quoi que ce soit. Et sinon, il y a quand même mon Instagram que je mets des fois sur mes vidéos. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, je pourrais vous répondre sans que votre message soit affiché devant tout le monde dans les commentaires. Donc voilà, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.